Merci d'être avec nous ce matin, merci de nous rejoindre en cette matinée de pluie et de froid et de fraîcheur. Et oui, il neige même sur les hauteurs des montagnes. On verra tout à l'heure par l'image justement les hauteurs et les signes du Djurdjura. Alors merci encore une fois d'être avec nous en cette matinée où justement on va parler du froid et son impact sur la santé, puisque durant la saison hivernale, on voit une hausse des atteintes par la grippe. Et à cette occasion, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Jawida Ayoun pour nous parler justement de la vaccination, son importance en cette saison en particulier pour ce qui relève de la grippe saisonnière, mais aussi pour ce qui relève de la Covid-19. Et puis, dans cette matinale, nous avons vraiment grand plaisir à recevoir l'auteur et médecin Jamil Rahmani. Il est à Alger actuellement à l'occasion de la signature de ses ouvrages et nous profitons justement de sa présence dans cette ville natale, donc Alger, pour justement présenter également dans notre matinale ses derniers ouvrages et revenir sur son parcours. Ces derniers ouvrages dont on citera Les contes berbères de mon grand-père, un livre justement qu'il a présenté au lectorat l'après-midi d'hier, donc dans la librairie Point Virgule. Et c'était justement l'éditeur d'Alimen qui a, les éditions d'Alimen avaient organisé cette rencontre. Nous aurons aussi le plaisir de retrouver Jawdet Gessouma, donc dans la rubrique littéraire également. Nous aurons à mettre en relief le talent et le savoir-faire d'un auteur qui a justement été au panthéon justement de la littérature universelle, Naguib Mahfouz en l'occurrence, premier prix Nobel de littérature dans le monde arabe. On y reviendra avec Jawdet Gessouma, comme je le disais à l'instant. Et puis Mariam Moussaï nous offre un très beau voyage ce matin. Elle nous fait découvrir des fleurs extraordinaires et assez exceptionnelles à travers le monde. Donc nous aurons aussi le plaisir ce matin de retrouver nos amis Aïda Meshri et Riyad Belkhadim. Pour ce qui est de Aïda, elle reviendra sur la musicothérapie, donc la thérapie par la musique. Il y aura aussi un reportage d'appoint par rapport à cette thématique. Et Riyad Belkhadim, vous le savez, maintenant vous êtes habitués pour certains, qu'il revient sur le déroulement du CHAN et les dernières justement nouvelles des stades et du football, donc à l'occasion du championnat d'Afrique des Nations de football. Merci encore une fois d'être avec nous, mesdames, messieurs. Bien sûr, vous allez savoir dans un instant les nouvelles du ciel avec précision avec Amel Laribi. C'est parti. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Et Amel Laribi qui affiche un sourire bien. Ah oui, je suis très contente, franchement. Oui. Ça, c'est le beau temps pour moi. Oui, ça, absolument, on l'a compris. Hein. Vous étiez vraiment malheureuse pendant les 3 mois précédents où vous attendiez la pluie. Ah ben oui. voilà, il n'y a pas que de la pluie, il y a même de la neige. Oui, exactement. J'espère que ce sera de bon augure pour nous. Amin. Amin, Inch'Allah. Voilà, Amin, c'est ce qu'on souhaite en tout Inch'Allah, cas. Inch'Allah. Dites-nous tout alors pour cette journée, et puis les cartes, qu'est-ce qu'elles nous en disent? Tout de suite, Radia. Alors, bonjour à tous et bon réveil. Pour aujourd'hui, eh bien, Météo Algérie a émis une vigilance orange à partir d'hier et valable jusqu'à cet après-midi, 15h. Des pluies localement assez marquées, parfois orageuses et parfois aussi accompagnées de grêle sur les régions côtières et proches côtières et même intérieures, centre-est et est du pays. Donc, soyez très, très prudents. Donc, aujourd'hui, le temps restera froid, instable sur les régions centre et est avec des pluies parfois orageuses et localement assez marquées par endroits, et aussi parfois accompagné de grêle vers les régions côtières et proches côtières et intérieures centre-est et est, des vents assez forts près des côtes centre et est qui peuvent atteindre parfois les 50 km/h, les neiges sur pratiquement les hauteurs de l'ouest, le centre et l'est du pays. Quelques flocons de neige durant cette matinée sur les hauteurs de l'ouest durant cette matinée qui peuvent atteindre les 800 à 900 mètres d'altitude et les 700 à 800 mètres d'altitude sur le centre et l'est qui peuvent descendre même jusqu'à 500 mètres d'altitude sur les hauteurs du centre et de l'est. Puis petite amélioration se fera sentir mais plus sur les régions de l'ouest. Donc toujours soyez très prudents avec ces flocons de neige durant cette journée, surtout pour les voitures. La moitié sud, eh bien, on aura quelques pluies par endroits vers la Saoura, le Nord Sahara et les Oasis.
Et à noter des zones de sable sur la Sahara, le Nord Sahara et les oasis. Partout ailleurs, le temps restera plutôt dégagé. Sur le sud-ouest, l'extrême sud, le Ghat Tassili, le Sahara central et le Sahara oriental. Les températures très très fraîches avec un minimum durant cet après-midi de 2 degrés seulement du côté d'Al-Bayad, 7 Tiaret, Djelfa, également Batna, 4 à Sétif, 6 degrés à Tizi Ouzou, 11 Alger, 12 à Annaba, 14 Oran, au sud 13 degrés seulement du côté de Biskra, 14 Gardaya, 17 Biskra, Béchar, 22 Insalah, Tamanrasset, 23 Adra, également Janet, 22 degrés à Tindouf, 29 Borj Bedji Mokhtar et enfin le maximum 30 degrés à Ingzem. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera plutôt agitée sur les côtes centre, très agitée sur les côtes est, avec des vents qui vont arriver jusqu'à 40 km/h sur les côtes ouest et centre, et les vents seront de secteur nord à nord-est sur les côtes ouest et nord à nord-ouest sur les côtes centre, et jusqu'à 50 km/h sur les côtes est, et les vents seront de secteur nord-ouest. On va faire un petit voyage cette fois-ci du côté de l'Europe où de la neige sera prévue vers Berlin et Vienne, plutôt nuageux à Paris et Moscou, partiellement voilé à Londres, Kiev, Istanbul et Rome. Un beau soleil par contre régnera à Lisbonne et Madrid. Le mercure affichera un minimum de moins 2 degrés à Moscou, 4 à Kiev, 2 degrés à Berlin, 1 degré à Vienne, 3 à Londres, 2 à Paris, 10 à Rome, 9 à Madrid et enfin 16 degrés à Istanbul. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. D'ici là, passez une très très bonne matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie. À tout à l'heure. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci infiniment, Amel. C'est moi, Radia. J'ai reconnu l'icône qui correspond à la neige, mais en revanche, je n'ai pas compris ce que voulait dire le petit triangle rouge. Ça, c'est vigilance, donc faites très attention. D'accord. Vu qu'il y a de la neige. Les hauts donc, plateaux. Voilà. Les hauts Donc, plateaux du centre. Voilà, les pistes risquent d'être un peu glissantes. D'accord, Donc, soyez c'est très, vrai très, que très prudents. occasion pour nous de rappeler aux conducteurs qui s'acheminent vers Tikjda, vers Shriha, pour les plus curieux, Ouais. voilà, les plus vraiment, comment dire, ceux qui ont envie de retrouver la neige et qui sont impatients justement de vivre des moments sympathiques, donc dans ces régions très connues justement pour les stations de ski. Soyez vigilants, vérifiez vos voitures, vérifiez Surtout justement les pneus. les roues, Les pneus. voilà, les pneus, donc il faudrait qu'ils soient Les équipés chaînes, en là. conséquence parce Voilà. qu'il y a du verglas. Exactement. Il ne faudrait pas faire comme toutes ces familles qui sont parties Oui, le jour même. week-end. Voilà, ils font toujours la même bêtise Oui. de partir le jour même. oui, Ça se au répète début chaque année, des chaque précipitations. année. Oui, non. Et après, donc, elles se sont retrouvées Après, bloquées, voilà. ces familles. hein. Exactement. Voilà. Donc, Il ils sont a bloqués fallu avec une le froid. intervention pour les sortir Ouais, de, ouais. Il y a de les cet enfants aussi, il engrenage. faut penser Oui. aux enfants. Absolument, absolument. Ouais. En tout cas, n'hésitez pas quand même à aller profiter de ces, Après. de ces zones et de ces régions enneigées qui doivent être très belles en cette région. En tout cas, preuve à l'appui, des images rapportées de Tikjda par notre collègue du service d'information, Rina Lerari, était à Tikjda ce week-end et en voici les images donc rapportées par nos équipes. C'est parti. La neige est de retour à Tikjda, de quoi émerveiller ses visiteurs. En effet, ces derniers jours, les flocons de neige ont recouvert les hauteurs du Djurdjura d'un burnous blanc, faisant le bonheur des amoureux de la nature et de la montagne qui y affluent depuis les premières lueurs de la journée. J'ai profité du week-end pour venir me détendre et prendre un bol d'air frais en compagnie de mes amis. Malgré le froid, nous passons de bons moments. Nous sommes venus en famille et sommes très contents qu'il ait enfin neigé. Tikjda est vraiment magnifique. Je suis venue avec mes parents pour jouer avec la neige. Pour certains, c'était l'occasion d'aller à la conquête de ce site naturel époustouflant et profiter pleinement de ces paysages féeriques. J'habite à Borj Barerij. Je suis venu découvrir le parc national de Tikjda pour la première fois. Il fait froid, mais les paysages sont magnifiques.
Nous avons fait un lent trajet de la wilaya d'Oran afin de découvrir le sommet du Djurdjura. Honnêtement, je n'ai pas les mots. Cet endroit est d'une grande beauté. Retrouvant son ambiance hivernale, le parc national de Tigejda demeure la destination par excellence des amoureux de la nature ou en quête de détente en famille ou entre amis. Voilà, j'espère que vous serez nombreux à en profiter. On attend avec impatience, Aïda Mechri et moi-même, d'y être et de pouvoir justement jouer avec toute cette neige et nous balader, et puis bon, peut-être skier. Il vous arrive de skier, se balader, profiter, prendre nos enfants, les enfants, la famille, les amis. Voilà. Ouais, tout est bon, célébrer des anniversaires là-bas, pourquoi pas. Aussi. Oui, passer quand même le week-end en famille, c'est très agréable dans cette région. J'encourage tout le monde à en profiter en tout cas. Et il paraît que les neiges vont même être présentes sur les hauteurs d'Alger, Bouzaréa par exemple, et certaines régions de l'ouest d'Alger, donc verront ce manteau blanc. Je garde ces souvenirs. Quelques années en arrière, c'est vrai, il a neigé à Bouzaréa. Donc voilà, on était un peu bloqués. Mais c'était belles images, des moments à vivre. Absolument, absolument. En tout cas, la vie mérite d'être vécue. Voilà, il faut réfléchir aux solutions quand on a des lacunes. Il faut aller vers justement l'assistance, l'accompagnement, donc des psychologues. Et vous en êtes une, donc vous faites partie de cette corporation qui propose des solutions aux familles dans différentes situations d'handicap, entre autres. D'handicap, des moments difficiles, vous savez, ce n'est jamais linéaire, parfait, c'est pas le paradis, il y a des moments difficiles, mais aussi il y a des, moi je dirais, les belles expériences de vie là où on apprend énormément. Et si on n'a pas ce volet, cet appui théorique pour qu'il nous explique que ce sont des moments clés pour qu'on puisse profiter, apprendre, surtout s'il y a souffrance, douleur, le manque. Il y a des moments où il faut vraiment travailler sur soi pour rebondir, pour construire, pour moi je dirais avoir le bagage qu'il faut pour surmonter un peu les difficultés. Et ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain. C'est pour ça que la vie nous offre les bons moments pour qu'on puisse vraiment apprendre et surtout apprendre à nos enfants. Mais sinon, si on cherche la baguette magique et puis le paradis, on prive tous ceux qui nous entourent de tout ce qui peut être vraies émotions, des moments de lutte, de combat, des moments difficiles. Moi, je dirais que ce soit dans la réussite ou dans l'échec, ce sont deux moments clés qui vont nous permettre, bien sûr, de rebondir à chaque fois et puis de donner le meilleur de nous-mêmes. En tout cas, la musique intervient dans les par rapport aux différentes humeurs que vous citez, justement, différentes émotions. La musique accompagne dans la joie, elle accompagne aussi dans la tristesse. Plus que ça, moi je dirais, le système auditif se développe beaucoup plus vite, mais aussi beaucoup plus tôt que la naissance. On a un bébé qui est dans le ventre de sa maman, peut déjà réagir à des voix, peut réagir à des... si ça se trouve, il danse sans qu'on le sache. Ça a été prouvé qu'il a ces mouvements, qu'il réagit au rythme. Et puis, il reconnaît les personnes, qu'il a la voix de son père, par exemple, les gens qui l'entourent, ça a été prouvé. Mais ça donne aussi cette belle image de ce système qui va nous donner tout ce qui est émotionnel, l'affect. Et puis nous, on a comme l'impression qu'on fait abstraction à tout ça. On ne développe pas tout ce qui est inné en nous, et puis il est bien développé, prêt à prendre tout ce qui peut nous nourrir de l'intérieur. Le sang, c'est important parce que c'est la première porte qui va nous donner non seulement la parole, la voix, le rythme, l'échange, mais ça va nous donner aussi cette relation qui est très très forte que nous on ne peut pas qualifier, qu'on ne peut pas toucher. On ne peut pas mesurer à quel point on est heureux, à quel point on est triste, à quel point on est en colère. C'est à quel point on a besoin de l'autre. C'est cette relation qui nous donne dans la voix et le sang.
Des images qui apparaissent à l'écran, montrant des enfants très épanouis, heureux, avec vraiment une panoplie de jeux éducatifs, entre autres. Tout à l'heure, on voyait ça, de jeux éducatifs passant par la musique. C'est vrai que l'éducation, il n'y a pas que la thérapie par la musique, il y a aussi l'éducation par le son, comme vous le disiez, qui est importante. Oui, très important. Moi, je dirais très important. Vous savez, si on prend cette image moderne de nos enfants, n'oubliez pas que nos grands-mères, ils berçaient les bébés avec des chants, avec des musiques, avec leurs belles chansons comme ça. Ça ne voulait pas dire qu'elles étaient des berceuses. Ça veut dire qu'elles étaient des chanteuses qui maîtrisaient les voix, mais avec son rythme. Mais l'enfant aime la voix de sa mère quand elle lui chante. Plus que ça, il comprend un peu cette chaleur, cette tendresse, cette force dans la relation. On le construit justement dans ces rythmes. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment soigner, revenir à donner quelque chose. Donner quelque chose qui va nourrir un tout petit peu cette relation. Mais moi, je dirais, dans la théorie aussi, ça réveille tout ce qui peut être c'est cette partie cognitive, le savoir, ça donne à quel point on peut vraiment calculer, parce que ça structure la musique, elle structure dans les différentes étapes de l'apprentissage. Ce n'est pas un rythme comme ça au pif, mais c'est vraiment des notes. Moi, je suis un peu comme le bébé qu'on a vu sur l'image tout à l'heure avec son casque. Je suis comme ça, un coup de blues et je me remets à la musique. Et la musique répare longuement tout en faisant la vaisselle ou faisant autre chose. Mes tâches ménagères, la musique m'accompagne. Tu as eu la chance d'apprendre que la musique peut réparer quelque chose, peut adoucir les mœurs. Moi, tout de suite, je vais mieux. Voilà. Mais aussi, les Méditerranéens, nous, on vient quand même d'une génération où le tambour, ou le rythme maghrébin, ou le chant, il a bercé notre culture, il nous a transmis beaucoup de choses. Et vous savez que ça ne passe pas uniquement par l'oreille. Dès qu'il y a un rythme, il y a quelque chose qui bouge dans tout le corps. Et puis ça donne l'énergie. C'est pour ça que l'enfant, si on le nourrit avec un rythme qui peut l'apaiser pour dormir, il peut le rythmer dans la dynamique, dans l'échange. C'est cette force d'utiliser, c'est ça la musique, c'est de pouvoir vraiment trouver cette richesse pour pouvoir accompagner ce savoir, lui donner cet outil pour qu'il puisse rebondir. Vous savez, c'est une manière peut-être d'évacuer toute cette énergie, parce que dites-le haut et fort. Dites-le. Beaucoup d'énergie à dépenser. On a rencontré des gens qui dépriment, des coups de blues, comme vous le dites, des moments difficiles, une petite musique, un foulard, et puis voilà, on a retrouvé des gens à travers un petit tour dans le salon, seuls, avec leur rythme, ils peuvent réparer beaucoup de choses. Et ça, ce n'est pas rien du tout. C'est le côté thérapeutique. Comment on peut vraiment construire quelque chose, atmosphère, le vécu, cette manière, parce qu'on peut parler de la nourriture, comment on peut se nourrir pour s'offrir ses goûts et ses saveurs, comment on peut dessiner dans la couleur et dans le choix de tableau, comment on peut vraiment décorer la maison, offrir à notre esprit cette manière, mais aussi le rythme, oui. Le rythme, on a rencontré beaucoup de... C'est trop mimi, ça. C'est magnifique. Mais vous savez, dans la transmission de ces rythmes, on a rencontré des enfants qui ont appris de leurs parents musiciens la technicité. Parce que vous savez, la musique, ce n'est pas uniquement dans l'écoute et dans le partage. Il y a quelque chose comme ça dans le savoir-faire. On apprend à calculer le rythme, calculer le temps et puis utiliser tout ce qui peut construire cette dynamique d'échange de notes. Ce n'est pas rien du tout. Il y a des enfants qui sont doués. Et voilà, on revient sur cette idée, retenez-la, Aïda, parce que nous avons un reportage qui montre justement l'importance de la musique pour les enfants. Et c'est Samia Bouarour qui nous en parle dans ce petit round-up. Khalil interprète un Chrissy Mouel et Chrissy Sika sous l'œil bienveillant de son professeur de musique. Un moment de relaxation et d'évasion pour ce petit et ses camarades. Ça déstresse déjà et aussi j'aime bien, j'apprends de nouveaux trucs
Et j'apprends aussi la culture algérienne parce que quand même c'est important de savoir nos cultures de mon pays. Plusieurs études montrent les bienfaits de la musique et des arts pour les enfants. Au-delà de la relaxation, elle permet de vivre et partager des sentiments que nous ne pouvons pas exprimer par le langage. Elle crée aussi une base pour les apprentissages du vocabulaire et du langage, ainsi que les langues étrangères. C'est pour cette raison que Mouloud Laïeb continue à transmettre ses acquis, sa richesse musicale et son savoir-faire avec beaucoup de passion et délicatesse. Donc, mon message pour les parents, c'est de remplacer le portable, le téléphone portable ou l'ordinateur, tout ça, avec cette discipline, cette thérapie. Donc, c'est plus bénéfique pour l'enfant. تعلمت لا فلوت شوية بيانو جيتارة وعود. J'aime la flûte et le piano. J'ai commencé vers 9 ans, la flûte. Ça fait depuis 1 an que je fais de la flûte. Et ça fait depuis... Et j'ai déjà appris 3 musiques qui sont un petit peu difficiles pour moi, mais je les ai quand même appris. Le fruit de son travail est là, avec la création de cette chorale qui fait honneur à l'école et au maître. On a interprété des musiques du patrimoine algérien. Je fais partie de cette chorale créée par mon prof de musique et je suis très joyeuse de participer dans cette chorale. Ce qui est bien, c'est comme on a beaucoup d'heures de cours, donc quand on a un cours de musique, ça nous permet de s'évader de cet environnement de scolarité et on se distrait un peu. On se change les idées. قم ترى متى نستريح لا دلني شرب العشية. Des notes ou des inqilabat que ces enfants maîtrisent parfaitement aujourd'hui, une façon de préserver notre patrimoine andalou grâce à ces petites mains chargées de talent. Voilà, beaucoup de talent, beaucoup d'épanouissement, beaucoup de joie. C'est beau, c'est beau. Moi, j'ai pris part à une chorale quand j'étais gamine, comme ça, quand j'avais leur âge, mais je n'ai pas réussi. C'était un mauvais souvenir. En fait, j'avais hâte d'y être, mais après, je n'arrivais pas à suivre le rythme. Je chantais toute seule, en solo, mais en groupe, c'était difficile. C'est marrant. mais tu as bien réussi les couleurs. Ah oui. C'est vrai, c'est une autre thérapie. C'est une autre thérapie. Moi, je dirais de la près, couleur, oui. Quel bel exemple elle me donne, notre journaliste. Mais de près, moi, j'ai rencontré des enfants quand même dans des écoles. Je citerai aussi l'expérience de l'école Gharnatia. Oui. C'est magnifique. Ce sont des enfants qui apprennent très tôt. Pas uniquement tout ce qui a été dit comme ça dans le reportage, tout ce qui peut être maîtrise d'une voix, de cette patience, de l'art aussi de construire, mais aussi le côté culturel. Vous savez, la musique andalouse, ça reste aussi parmi le patrimoine qu'il faut préserver. C'est un chant qui est dans la transmission de générations et je crois que ce sont ces maîtres qui ont su faire le relais et puis permettre à ces générations de porter ce flambeau parce que vous savez, ça peut partir parce qu'il y a une vie très moderne, il y a une musique qui change, qui est beaucoup plus dynamique avec des rythmes sonores très différents, une génération complètement différente. Mais ça, on entend aussi qu'il y a la préservation de cette partie là où il y a le vrai savoir et puis c'est la vraie valeur culturelle qui donne l'identité. Absolument, l'héritage. Moi, je crois que c'est là où il faut vraiment souligner ces gens et puis renforcer ces équipes, accompagner ces enfants, leur donner cet amour, le vrai amour, et puis apporter aussi tout ce que dans l'histoire de cette musique, comment elle a traversé des générations et des générations, mais aussi des continents.
Et elle laisse aussi sa traçabilité. Moi, je reste très, très fan, mais aussi, je dirais à ses parents qui sont très fatigués, qui n'ont pas le temps, qu'il n'y a pas d'école, que c'est très compliqué, ils peuvent le faire, faites-le. Ce sont des choses, moi je dirais, un proverbe m'échappe, mais si on donne un tout petit peu la bonne base à nos enfants très très jeunes, ce sont ces traces qui ne partiront jamais. Et puis ça donne la culture. Nos enfants, s'ils savent calculer, échanger comme ça les mots, les langues, si ce n'est pas nourri dans quelque chose qui fait partie de leur culture, qui fait partie de leur apprentissage, que ça c'est la responsabilité des parents. On n'a rien fait. Ils peuvent transmettre comme des robots, ils peuvent redire une culture qui n'est pas les leurs, ils peuvent vraiment adopter des styles, mais l'identité, ce savoir-faire, c'est quelque chose donc il faudrait écouter ces styles musicaux bien de chez nous, en famille, profiter des fêtes peut-être et des célébrations pour le faire, je ne sais pas. Et puis surtout l'apprentissage, prendre le temps, le soin, ne pas s'énerver, ne pas se précipiter, c'est être patient aussi dans la transmission. Vous avez glissé comme ça, vous avez entre un moment l'association Shems, il y en a tellement ces associations qui travaillent avec les enfants à besoins spécifiques. Ce sont ces enfants, oui. C'est encore un autre bébé. Un bébé qui profite énormément de ce rythme. Il y a des enfants à besoins spécifiques qui ont le don aussi d'utiliser la musique pour manifester aussi leurs émotions différemment. Et je crois que les enfants autistes aussi, ils ont prouvé à quel point ils peuvent s'attacher, utiliser l'instrument pour pouvoir vraiment communiquer, trouver ce rythme et puis exceller surtout. Il y a des enfants, les trisomiques, il y a des enfants comme ça qui ont trouvé dans l'handicap, dans la difficulté, ils ont trouvé l'art de pouvoir vraiment réparer quelque chose de l'intérieur là où ils ne peuvent pas le dire dans les mots. Mais voilà, je crois qu'il faut bien profiter, il faut inviter ces gens à vivre ces belles expériences, faire confiance, ce n'est pas des moindres. On a comme l'impression que les sciences prennent le dessus, mais aussi les sciences de l'art, ça nous donne une autre partie dans le développement de nos enfants. Dans le développement des enfants, dans le développement aussi et le moral, pour le développement et le moral des adultes aussi, hein, la musique, donc adoucit les mœurs, on l'a bien dit, mais elle peut être présente à tous les moments de la vie, effectivement, il ne faut pas oublier ni négliger son apport et en profiter un max dans sa voiture, avant de dormir, le matin au réveil, ça booste. Donc mettez votre radio, ne serait-ce que ça. Merci beaucoup en tout cas Aïda pour cet accompagnement. Donc on est ravis à chaque fois de vous retrouver. On vous donne rendez-vous donc même heure et aussi même jour dimanche prochain. Inch'Allah. Très bien. En tout cas, on a parlé de berceuse tout à l'heure. Il en est une que tout le monde adore en Algérie. Elle est chantée, interprétée par Idir Allah Yerhamou. Donc cette voix sublime qui a bercé notre enfance. On la réécoute tout de suite pour planter le décor pour notre second invité. Il s'agit d'Eva Veinouva.
Voilà, après cette belle interprétation d'Idir, j'ai le plaisir de recevoir ce matin le docteur et auteur, donc médecin et auteur, Jamil Rahmani nous fait le plaisir justement d'être parmi nous, justement à l'occasion de la présentation hier ou de la signature hier de quelques-uns de ses ouvrages. Et Dieu sait que c'est un auteur complètement versé dans l'écriture depuis quelques années, prolifique, je dirais. Merci de votre invitation, en tout cas, tout va bien, je suis très heureux d'être à la télévision algérienne. Vous avez rencontré hier votre lectorat, donc comment ça s'est déroulé? Écoutez, ça s'est très très bien passé. J'ai un cercle de fidèles qui, chaque fois que je fais une signature, vient. Et j'ai eu le grand plaisir d'aller aussi à Tizi Ouzou la semaine dernière. Et j'ai été à la rencontre de mes lecteurs là-bas. Et l'accueil a été vraiment enthousiaste. Surtout pour ce qui relève des contes berbères de mon grand-père, donc un livre que vous avez édité en 2022. Et donc c'est sorti aux éditions d'Aliman chez nous. Donc voilà, il y a eu aussi Bien portant, avec la médecine du prophète, donc qui a été présenté au lectorat également à cette occasion. Donc deux ouvrages assez récents. Il y a aussi un ouvrage qui jouit d'un intérêt particulier de votre lectorat. Il s'agit de l'ultime preuve d'amour aussi. Tout à fait, voilà. Qui est un livre sur Alger, sur l'Algérie, 30 ans d'histoire algérienne. On va commencer peut-être par les contes berbères de mon grand-père, si vous le permettez. Oui, bien sûr. Ces contes ont été recueillis par mon grand-père dans les années 40 et 50 en Kabylie, plus précisément dans la région d'Aoukhas et de Bjaya. Et il les a recueillis, traduits en français, et la maquette était prête, et le livre devait sortir en 62, mais en 62, il y a eu les bouleversements politiques que l'on connaît, ça n'a pas pu se faire. Et le livre est resté donc des dizaines d'années dans une malle. Et j'ai récupéré, il y a 2 ans, ce livre, et je l'ai proposé à la publication, après avoir corrigé le français qui datait un peu. Et fait corriger le texte il y a eu kabyle votre aussi. Intervention sur le texte en français. Sur le texte. Vous avez aussi fait vérifier le texte en amazigh. Kabyle, oui, le texte kabyle par un professeur d'université à Paris, et qui a trouvé d'ailleurs que sur le plan de la langue, c'était une mine dans la mesure où on ne parlait plus maintenant le kabyle tel qu'on le parlait dans les années 40 ou 50, parce que la langue kabyle s'est enrichie, entre guillemets, de mots français, d'emprunts d'autres langues. Voilà, elle s'est un peu créolisée. Absolument, absolument. Mais là, ça constitue donc une richesse sur le plan de la connaissance de cette langue, donc dans sa forme la plus pure. Bien sûr, c'est une richesse, et aussi c'est une richesse pour les générations qui viennent de savoir comment leurs ancêtres vivaient en Kabylie, en Algérie. Voilà. C'était important pour vous de donner une continuité à ce travail élaboré par Slimane Rahmani. Il faut quand même citer le nom de votre grand-père qui était lui-même écrivain, donc une dizaine d'ouvrages à son actif. Tout à fait, il est un peu tombé dans l'oubli, même s'il y a un centre culturel à Aoukhas qui porte son nom, il est un peu tombé dans l'oubli. Et justement, ma sœur et moi essayons de faire sortir ses œuvres de l'oubli. C'était un homme qui était un parfait Algérien pour moi, c'est-à-dire qu'il parlait toutes les langues du pays. Parfaitement. Il parlait l'arabe, le fusha, darija, le français, le kabyle, et donc les 4 langues qui se parlaient dans le pays. Et il a recueilli pendant toute sa vie toutes les coutumes kabyles de sa région et même d'autres régions, parce qu'il savait que comme l'oralité prime en terre kabyle et comme en terre chaoui, ou ailleurs, bien, il a recueilli tout ça pour immortaliser les pratiques de nos ancêtres. Un peu comme pratiquerait, donc, comme travaillerait un ethnographe ou un sociologue. Donc, c'était un petit peu tout ça. Absolument. Oui. Alors, voilà, Slimane Rahmani vous a offert l'occasion de travailler sur cet ouvrage qui a bénéficié déjà d'emblée, en 62, d'une très belle préface de Jacques Berck qui, lui, s'est abreuvé du savoir de votre grand-père. Oui. Tout à fait. Alors, un islamologue très connu, très célèbre. Il faut savoir qu'il y avait ce qu'on appelait les communes mixtes en Algérie. Et le père de Jacques Berck était responsable de la commune mixte de Oued Marsa, où il y a Aoukhas. Et il avait un fils, Jacques.
qu'il a confié à mon grand-père, parce que mon grand-père était instituteur, mais il enseignait aussi l'arabe et le berbère. Il lui a confié son fils pour lui apprendre l'arabe et le berbère. Et je pense que ça a généré chez Jacques Berck une passion pour la langue arabe, et il est devenu le grand islamologue que l'on connaît. Et ça lui a ouvert les portes de la connaissance bien sûr, de la langue arabe. De la langue arabe et des préceptes de l'islam. Et des préceptes de l'islam, oui, tout absolument. À fait. Parce que mon grand-père était extrêmement pieux. Hein, il était hajj, il a été donc à la Mecque, il faisait les 5 prières quotidiennes, mais il était tenant d'un islam très tolérant. Voilà, vous ne m'avez pas bien répondu à ma question. Qu'est-ce que ça vous a procuré de faire un tel travail Eh bien, ça m'a procuré... Voilà, sur un plan personnel, parce que bon, sur le plan justement... Ça m'a permis de retourner à mes racines. Vous savez, comme pour bien portant avec la médecine du prophète, je suis retourné dans mes racines musulmanes, bien portant avec la médecine du prophète, et dans mes racines kabyles, dans les contes berbères de mon grand-père, et j'ai retrouvé des contes que me racontait ma grand-mère, et puis toute cette Kabylie que j'ai connue avant l'indépendance, une Kabylie où la vie était très dure, une Algérie, puisque tous les Algériens à cette époque-là vivaient dans le dénuement, dans la pauvreté. Moi, je me souviens, quand avec mes parents, nous allions à Abjaya pour voir notre famille, ou à Oukas pour voir notre famille, on traversait une Algérie très pauvre, des villages des gourbis, et des enfants en haillons et pieds nus dans les villages. Et 10 ans plus tard, tout cela a complètement disparu, et l'indépendance algérienne a permis une redistribution des richesses et un enrichissement de la population, Dieu merci. Oui, un heureux hasard a fait naître chez vous un déclic par rapport à l'autre ouvrage dont on parlera, bien portant avec la médecine du prophète, on vient de le citer, mais il y a aussi les réminiscences de cette enfance avec le contact avec votre grand-mère, qui a aussi stimulé certains paragraphes de cet ouvrage. Tout à fait. Alors, pour bien portant avec la médecine du prophète, c'est Isabelle Baudis, qui est responsable des éditions Orient à Paris, qui est la femme de l'ancien maire de Toulouse, qui m'a dit un jour, écoute, j'ai lu un livre formidable écrit par Jalaluddin Suyuti, un grand savant du XVe siècle, qui avait une connaissance encyclopédique et qui a recueilli tout ce que, dans un livre qui s'appelle Tib an-Nabawi, tout ce que l'on savait de la médecine à l'époque. Voilà, j'imagine un peu votre curiosité, vous qui êtes médecin anesthésiste et réanimateur. Alors, moi je ne suis pas essayiste, donc j'étais un peu réticent au départ, mais quand j'ai lu le livre, eh bien, j'ai retrouvé mes racines musulmanes. Plein de choses que j'ignorais être d'origine islamique ont imprégné mon enfance. Dans la pratique actuelle de la médecine, bien sûr, on le dira. Donc, c'est-à-dire la médecine actuelle a des racines bien plus anciennes. Bien sûr, la médecine actuelle, est en droite ligne de la médecine musulmane, parce que la médecine musulmane a été une très grande médecine. Elle a rayonné, elle était pratiquée, enseignée jusqu'au XVIIe siècle. On soignait pareil que l'on soit à Bagdad, Damas, Alger, Londres ou Paris. Et cela venait de la médecine musulmane, qui elle-même avait fait de larges emprunts à la médecine grecque, romaine, chinoise et même hindoue. Absolument. Absolument. Donc, voilà, c'est étonnant de voir autant de prescriptions que vous avez enrichies d'ailleurs avec votre co-auteur. On va le citer, on ne l'a pas cité depuis tout à l'heure, Michel Canesi, donc qui est dermatologue, donc 2 médecins qui se mettent à écrire donc un livre écrit avec 4 mains. Tout à fait. Alors comment on écrit à 4 mains justement, dites-moi. Eh bien, on discute du scénario du livre, des personnages, on lance quelques idées, je commence à écrire, et puis au bout de quelques pages, quand je rencontre Michel Canesi, parce qu'on ne se voit pas très souvent, eh bien, je lui soumets ce que j'ai écrit, il critique, il donne des idées, j'en donne aussi, je réécris, voilà, on progresse comme ça. Alors, pour l'unité stylistique, il faut qu'il y ait une seule main. Mais par contre, pour les idées, il y a une fusion. Une fusion. Comme je le dis, ça fait plus d'un siècle
plus d'un siècle d'expérience au service de la littérature. Mais l'aventure a commencé bien avant, entre vous deux, bien sûr. L'aventure littéraire. L'aventure littéraire, c'est-à-dire qu'on s'est connus à la fac, à Paris 5. Moi, j'apprenais l'anesthésie et lui apprenait la dermatologie. Et puis ensuite, on est devenus spécialistes. Est arrivé le sida à Paris. Et Michel voyait les patients en début de maladie. Vous savez, les signes cutanés sont parmi les premiers à apparaître souvent dans le sida. Et il voyait venir des jeunes gens qui lui disaient « Oh docteur, regardez, j'ai une tache sur le bras ». Il savait instantanément que la personne était condamnée. Et moi, je voyais ces personnes-là en fin de course, en réanimation, puisque j'étais réanimateur. Et on a accumulé beaucoup de douleurs, parce que vous voyez, mourir des gens... On a l'habitude de voir mourir les gens quand on est médecin, et notamment réanimateur, mais ce sont plutôt des gens qui ont fait leur vie, des gens âgés. Mais voir de la jeunesse mourir, ça a été terrible. Et cela, on l'a mis dans toute cette douleur, on a voulu l'exorciser dans un livre qui s'appelle... Le syndrome de Lazare. Et c'était votre premier roman. Il y en a eu 6 par la suite. Et qui a été porté au cinéma par André Téchiné sous le titre « Les témoins » parce que nous avons témoigné. Absolument, absolument. Votre témoignage est très précieux dans les médias. On vous a vu, vous avez été très présent durant la pandémie, la dernière pandémie de Covid. En fait, on n'en est pas encore sorti. Vous continuez de communiquer par rapport à ces aspects. Oui, mais je veux dire que le livre, bien portant avec la médecine du prophète, a connu sa genèse pendant cette période un peu difficile vécue par l'humanité. Ça a été un peu avant. Ça a été un peu avant quand Isabelle m'a confié le livre de Soyouti, c'était avant. Donc pendant le Covid, j'ai beaucoup travaillé en médecine parce que moi, j'étais pas confiné, parce que j'étais médecin, chef de service, chef d'un service de soins intensifs qu'il a fallu transformer en réanimation et je passais des journées terribles. Et ça m'a rappelé un peu l'épidémie du sida parce qu'on voyait beaucoup de gens mourir. Absolument, parfois des gens jeunes. C'était alarmant. Et on avait très peur parce que on avait très peur d'être contaminé parce qu'on ne savait rien sur cette maladie à l'époque. Voilà. En tout cas, c'est un livre vraiment qui est très intéressant, qui demande à être découvert, donc, où vous avez mis en relief le savoir-faire de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, bien boire, bien manger et être dans le juste milieu, c'est un petit peu la base. Tout à fait, parce que l'islam, c'est la religion du juste milieu et non pas une religion d'extrême et d'extrémistes, comme certains veulent le faire croire en Europe. Vous savez qu'il y a un islam bashing en Europe contre lequel je m'élève et c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce bouquin, pour montrer à quel point l'islam était une religion de tolérance et de lumière. Oui, et un modèle de vie. Et un modèle de vie. Un modèle de vie donc, dont on peut s'inspirer. Et j'étais très frappé de voir que certains préceptes, sans que je sache que ça provenait de l'islam, avaient imprégné mon enfance. Par exemple, ma grand-mère ou ma mère me disaient « mais il ne faut surtout pas boire au goulot d'une bouteille, ça il ne faut pas le faire. Et il ne faut surtout pas boire au robinet, directement au robinet, parce qu'il pourrait y avoir une sangsue dans les canalisations qui se détache et qui s'accroche dans ta gorge. » Et tout cela, je l'ai retrouvé dans le livre des Suyuti. Le prophète disait « ne buvez jamais d'un récipient dans lequel vous ne pouvez pas voir l'eau, parce que l'eau pourrait être trouble et l'eau pourrait vous amener des maladies. Absolument. De même que ne buvez jamais à même une bouteille parce que votre salive pourrait rentrer dans l'eau et contaminer l'eau. Donc vous voyez, c'était des principes extrêmement modernes. Voilà, et puis les gestes barrières existaient déjà à son époque, se laver les mains avant de se nourrir, etc. Ne pas faire ses besoins à côté d'une source, par exemple, ça c'était formellement interdit pour ne pas contaminer les eaux. Absolument. Donc ils sont nombreux, on ne peut pas être exhaustif. Non, ils sont nombreux. Par exemple, tout ce qu'on peut faire, c'est rappeler justement. Quand vous coupez les ongles ou les cheveux, eh bien, il ne faut pas les laisser traîner. Ça c'est ce que m'avait enseigné ma mère, parce que des personnes mal intentionnées, c'est le prophète qui l'a dit, des personnes mal intentionnées pourraient s'en servir.
Voilà, donc en tout cas, toutes ces recettes aussi sont enrichies par votre apport à tous les deux. Hein. Les co-auteurs ont aussi ajouté leur petit grain de sel Bien dans sûr, cette notre expérience écriture. et notre enfance aussi. Absolument. En tout cas, voilà, vous n'écrivez pas que par rapport à la science, vous écrivez aussi des romans, des fictions comme ça très attachantes et comme justement l'ouvrage que vous avez présenté hier, l'ultime preuve d'amour, entre autres. Tout à fait, c'est un roman auquel je tiens beaucoup, c'est un peu inspiré du personnage d'une de mes sœurs, c'est l'histoire d'une jeune fille avant l'indépendance qui vit dans la ville européenne d'Alger, sur le Télémni. Vous savez que le Télémni, c'était un quartier quasiment exclusivement français, et ma famille et moi habitions dans un immeuble où il n'y avait le foyer universitaire algérois, où il n'y avait que des enseignants français, des pieds noirs. Et donc, nous habitions dans cet immeuble. Et je raconte l'histoire d'une jeune fille qui tombe amoureuse d'un voisin, pied noir, qu'elle a connu depuis l'enfance. Ils ont été élevés ensemble, ils ont été à la maternelle, ils ont été... leur histoire d'amour cesse à l'indépendance. Et donc, c'est la déchirure, puisque vous savez qu'il y a eu un exode des Français d'Algérie, et donc ils se perdent de vue pendant 30 années, et au bout de 30 ans, ils se retrouvent lors de la décennie noire. Et c'est l'occasion de passer en revue 30 années d'histoire algérienne, notamment les mois qui ont précédé l'indépendance, qui ont été terribles pour ma famille et puis pour les Algériens, les Algérois en général, parce que l'OAS s'est déchaîné à ce moment-là. Nous avons été obligés de partir parce que mon père était menacé après l'assassinat de Mouloud Ferraoun par les commandos Delta. Votre grand-père aussi était enseignant aussi. Oui, il était menacé, il a été plastiqué. Son appartement, on a mis une bombe dans son... Heureusement qu'il n'était pas là, sinon il serait mort. Tout ce qui représentait l'intelligentsia était ciblé par l'OS, et toute la culture était ciblée. Vous savez, ils ont incendié la Bibliothèque nationale. Ils ont, dans mon immeuble, ils ont plastiqué la faculté de droit, ce que je raconte d'ailleurs dans Ultime preuve d'amour. Et donc, Ultime preuve d'amour, ça nous a permis de raconter 30 années d'histoire algérienne, l'indépendance surtout, qui a été une période absolument extraordinaire, parmi les plus beaux jours de ma vie, que j'ai vécu à Constantine, dont j'ai un souvenir très précis. 3 jours de fête, 3 jours de liesse, dans bon enfant, sans violence, et des défilés incessants avec des drapeaux, Tahiyat Djezel, les Siam Armat. Enfin, c'était, j'en ai des frissons quand j'y repense. Très bien. Donc voilà, on n'aura jamais assez de temps dans une matinale pour évoquer l'ensemble des ouvrages. En tout cas, on en a rappelé quelques-uns. Les contes berbères de mon grand-père, et ainsi que Bien portant avec la médecine du prophète, parus tous les deux aux éditions d'Alimen, tout comme Ultime preuve d'amour dont vous venez de parler. Je rappelle en tout cas que les textes sont tout aussi poétiques dans l'ouvrage où on parle de médecine. Hein. Il y a aussi de la rêverie. Hein. Bien sûr. Et puis donc voilà, vous êtes également auteur de Villa Taylor, co-auteur de Villa Taylor, et également donc d'autres ouvrages, La douleur du fantôme, entre autres. Bien sûr. Et voilà, c'est pour Alger sans Mozart, c'était en 2012. Alger sans Mozart qui a été très, très bien reçu en Algérie comme en France. Absolument, et qui a été un véritable succès. Oui, là c'est 60 années d'histoire algérienne au travers d'une Française qui restait en Algérie, qui a décidé d'être algérienne et de vivre dans ce pays qu'elle adore. Absolument. Donc, on a été ravis de vous recevoir ce matin, Jamil Rahmani. Donc, moi, ravi aussi. Je rappelle que vous êtes médecin, mais en même temps auteur, on l'a deviné. Donc, voilà. Et puis, j'essaye vraiment de représenter la diversité de notre pays au travers de l'islam, au travers de la mazirité et au travers de la diversité qui existe dans ce pays, la diversité ethnique, linguistique. Absolument. Donc, merci infiniment.
de nous avoir permis justement de revenir sur ces ouvrages justement d'une grande pertinence. Donc merci à vous, merci donc à tous ceux qui sont avec nous depuis ce matin et qui continueront, j'espère, jusqu'à 9h30. On va continuer de parler de littérature et d'un autre monument littéraire. Il s'agit de Naguib Mahfouz, donc c'est dans la rubrique de Jawdet Gessouma ce matin. Après ce reportage signé Lamia Boudbouda qui nous permet justement de voyager à travers les cimaises du Palais de la Culture qui met en relief 50 ans de peinture algérienne. Donc c'est parti pour le reportage tout de suite. 60 ans de création picturale algérienne, ça se fête. Le ministère de la Culture et l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel ont réuni les œuvres de 63 artistes visuels algériens dans une exposition collective à la Galerie permanente des artistes Beya au Palais de la Culture. ضمن المعرض 63 لوحة ل 63 فنان والجميل في المعرض أنه راح يكون متنقل راح يجوب 9 ولايات من الوطن. المعرض كان مقياس اللوحات كان فورما كاري سي ان متر 20 سي ان متر 20 وكان مزيج بين الفنانين المدرسة القديمة والمدرسة الجديدة ويضم ايضا فنانين عصاميين بالاضافه الى مصورين فوتوغرافيين على حاجه وكان معرض مزيج من مختلف المدارس. L'événement présente 63 œuvres en mettant l'accent sur l'évolution de la création artistique picturale algérienne. Des artistes et photographes aux talents confirmés et reconnus et d'autres sont au début de leur parcours et à découvrir à l'exemple de Mihoub Hajar. Je suis artiste issue des Beaux-Arts d'Alger et voilà, j'étais de passage et j'ai découvert cette expo qui est vraiment magnifique. Et effectivement, il y a beaucoup de tableaux, il y a beaucoup de techniques différentes, d'inspirations différentes. On voit que voilà, il y a un très bon niveau d'art. Et en fait, le tableau qui m'a le plus attiré, moi, c'est celui qui est derrière moi, c'est du thé à la table des lauréats, parce qu'on voit que ça raconte vraiment une histoire vécue. Et même la technique au couteau m'a beaucoup plu. Et voilà. Un deuxième tableau aussi, vous m'avez dit, c'est l'arrivée. C'est l'arrivée, je pense à Radaya ou à Bousrada, qui est aussi un très très beau tableau et une belle technique de lumière. Venant de plusieurs villes d'Algérie et issus de différentes générations et dans différents styles de création de l'art plastique algérien, ces œuvres dénotent de la richesse du patrimoine culturel algérien, à l'exemple de l'œuvre de Serrah Nedjoua intitulée Amnadjer. Le signe puisé dans le patrimoine iconographique algérien se décline dans l'œuvre de Nourdine Tabarha, nommée Empreinte éternelle, et dans l'œuvre L'inachevé de Karim Sergoua. L'exposition compte une touche de pop art, street art, de la calligraphie et de la photographie, ainsi que des installations artistiques comme celle de Azoug Mohamed, nommée Circuit artistique. L'exposition sillonnera 9 wilayas, à savoir Tlemcen, Béchar, Mascara, Mostaganem, Larouat, Tizi Ouzou, Msila, Mila et Skikda. Soyez au rendez-vous de l'art dans toute sa dimension. Sa toile est présente parmi celles que vous venez de voir à l'occasion de cette exposition qui met en relief tout un pan de notre histoire picturale, histoire artistique algérienne. Il s'agit de Jawdet Gessouma, qui est artiste également, auteur et artiste, journaliste. Et il en a encore un, des corps de son nombreux. Personne n'est parfait. Hein. Oui. En tout cas, on est ravis de vous retrouver chaque dimanche pour justement voyager avec les bonnes feuilles et aussi la bonne écriture. Voilà. Mais juste avant, il y a aussi la chorégraphie. Ah oui, aujourd'hui, il y a la chorégraphie. Vous avez dansé? Pour changer un peu. Vous avez dansé? Oui, non.
Non, ça et le piano, je ne connais pas. Mais je sais bien faire la cuisine quand même. Ah, ben c'est pas mal. Voilà. C'est pas mal, de la chance, madame. Voilà. Et donc, oui, avec un joli spectacle chorégraphique présenté par Noara Idami, une grande chorégraphe qui a fait quand même le Bolchoï de Russie. Et donc, qui a présenté un spectacle chorégraphique, c'est un peu dans l'ambiance un peu du Chan, de ce qui se passe, du championnat d'Afrique des Nations. Et donc, voilà, elle a présenté Rêve africain à la salle Ibn Khaldoun le vendredi dernier, avec pas moins de 30 danseurs quand même sur scène, avec superbes choses esthétiques, c'est-à-dire les costumes, de très belles scènes, et aussi donc un tableau en 2 temps où elle présente sous le thème de la raréfaction de l'eau. Il y a toute une, entre guillemets, une intrigue comme ça, dramaturgique et chorégraphique. Et après, c'est les danses algériennes et tout. Donc voilà, donc toute une mosaïque présentée. Et c'est Rêve africain, donc un très beau spectacle de Noara Idami avec un peu de la moderne danse, qui sera présenté le 2 février prochain. Donc, il y a une deuxième édition de ce spectacle qui se fera le 2, toujours à la salle Ibn Khaldoun, toujours. Voilà. C'est bien pour ceux qui ont raté le premier, un peu comme moi, qui ont raté le premier spectacle, qui peuvent se rattraper le 2 février, Inch'Allah. Alors aujourd'hui, pour ceux qui aiment bien la poésie populaire, Cheikh Melhoun, tout ça, Rokadiyat, c'est le dernier jour donc à Metlili, dans les environs de Gherdaya. Donc à Metlili, Sebseb, Zelfana, Mansoura, il y a la manifestation donc culturelle Rokadiyat qui a commencé le jeudi dernier, qui se termine aujourd'hui. Donc tout un pan du patrimoine algérien qui sera revisité, qui est revisité à travers la poésie populaire, le chant, tout ça, toutes ces choses-là. Un peu comme Soukha Oukad à l'époque anti-islamique. Donc, Rokadiyat, voilà, c'est là où on faisait à l'époque déjà des dazibaou, des sortes des poésies accrochées sur la Kaaba. Ce qui est quand même surprenant, puisque nous avons tendance à... Ben voilà, donc il se passait plein de choses au niveau de la poésie populaire et du chant d'ailleurs. Voilà. Et puis. L'Arabie Saoudite qui connaît une évolution qualitative pour tout ce qui relève du culturel actuellement. Exactement. Il y a un bond de géants qui a été fait par l'élaboration d'ailleurs de beaucoup de musées. Jean Nouvel a fait un musée. Il y a très beau musée, il y a d'art universel, il y a ces jours-ci le Festival des arts musulmans, enfin la Biennale des arts musulmans avec des artistes spécifiques à l'Arabie Saoudite pour cette fois, et pas plus loin qu'hier, la présentation de Joy les Oscars, c'est-à-dire du sorte d'Oscar comme ça, qui récompense même les sportifs, c'était vraiment assez un bon vraiment de jeu au niveau culturel. Ça bouge pas mal. Voilà. C'est the place to be aujourd'hui au niveau de la culture. Bien, donc après un petit détour par le roman réaliste, à travers, là on est en train de voir ces jours-ci, on est en train de fréquenter un peu les grandes œuvres un peu universalistes. Absolument. Et donc avec Naguib Mahfouz, Naguib Mahfouz qui ne reste plus à présenter, prix Nobel donc en 1988, quasiment l'un des seuls écrivains dans le monde arabe qui a eu prix Nobel. Et donc avec une œuvre magistrale, parce que Naguib Mahfouz, issu de la petite bourgeoisie du Caire, né le 11 décembre 1911, Al-Gamaliya, c'est une institution. C'est vraiment le quartier du Caire le plus emblématique. Oui, parce qu'il est près de la mosquée Al-Hussein, pas très loin d'Al-Azhar. C'est le Khan Khalili, donc c'est un endroit dans lequel on entre et qui est quasiment fermé sur un souk. Et ce souk, il y a beaucoup d'artisans, donc Nahassin. Pas très loin, il y a Soukaria qui est une sorte de jardin mythique, devenu mythique aujourd'hui. Et qui est présent dans l'œuvre de... Et qui est
très présent. Dans l'œuvre de Naguib Mahfouz. Voilà, donc Naguib Mahfouz est issu de la petite bourgeoisie kérote, mais il a une sorte d'empathie extraordinaire dans sa vision des choses. Il va commencer par faire la malédiction de Ra à la fin des années 30, quasiment début des années 40. Il va commencer à investir par sa littérature très jeune. Il écrira d'abord très jeune la malédiction de Ra. Et là, c'est un peu toute l'évocation de cette grande tradition millénaire pharaonique et tout ça. Bon, il n'aura pas beaucoup de succès. Ensuite, au fil du temps, dans les années 50, il va commencer à faire sa trilogie, le palais, l'impasse des deux palais, passage des miracles, le palais des désirs et tout ça. Et là, ça va vraiment commencer à devenir réaliste. Il aura une écriture avec une écriture chorale où il va toujours instiller dans ses écrits ce Caire qu'il connaît, qu'il maîtrise, qu'il a vécu, qu'il vit au quotidien. Qu'il n'a presque pas quitté de toute sa vie. Qu'il n'a quasiment pas quitté. Il est d'ailleurs mort au Caire. Et même pas pour recevoir son prix. Ce sont ses filles qui ont reçu le prix à sa place. Oui, voilà. Donc il va décrire sur plus de 50 romans tout ce Caire paradoxal, ce Caire poussiéreux mais en même temps magnifique. Il va intégrer ce Caire dans une mythologie livresque, une mythologie littéraire qui est fondamentalement ancrée sur le paradoxe, justement. Après, il va un peu décrire le patriarcat de l'homme double qui va... Ça sera toujours cette figure tutélaire qui est très rigide, conservatrice dans la famille, mais qui, passé l'Isha, devient un autre... avec un raffinement, avec un sens de l'hédonisme et tout qui est très paradoxal, de l'élégance. Mais en même temps très réaliste. Mais en même temps, voilà. Et tout ça existe. Tous ces personnages auraient pu être vrais. Voilà. Auraient pu être vrais. Et donc, au fil de son œuvre, et avec ses trilogies, il va parler de péripatéticienne. On voit le palais du désir dans la première trilogie. Voilà, et donc là où c'est Soukaria, le Gamaliya, le Khan Khalili, Bahwat el-Fishawi, toutes ces choses-là qui vont... Le Nil est hyper présent, le Caire dans son côté shakespearien est présent. Et toutes ces choses-là, on va les voir au fil du temps. Et après, là, je voulais m'arrêter sur Tartara al-Nil, c'est-à-dire Dérive sur le Nil, où il s'agit d'un livre, d'un fonctionnaire qui va perdre ses illusions. Et c'est en parallèle le parcours de Naguib Mahfouz qui juste un peu avant, n'avait pas, lui et d'autres intellectuels, n'avaient pas perçu cette fameuse défaite de 1967. Et là, lui, il va un peu décrire cet esprit à travers une galerie de personnages qui va s'échouer, entre guillemets, tous les soirs dans une péniche, servi par Abdou, le serviteur, qui va leur préparer des narguilés et des petites kémiettes, là, des petits mezzés, comme on dit. Et il y aura un ensemble de discussions, un ensemble de dialogues, d'échanges, qui vont subir à un certain moment un désordre. Et c'est formidable, parce que le livre, il est sur 155 pages, pas plus, mais d'une force absolue, parce qu'il résume toute cette situation de l'intellectuel, entre guillemets, kérote, mais qui est emblématique un peu de toute l'Égypte de l'époque, et qui va un peu parler, un peu critiquer le nasserisme et tout ça, parce que dans un contexte donné. Et donc, il a une écriture d'un réalisme absolu. Même les traductions sont super bien faites. Donc, c'est-à-dire, il a été traduit en des dizaines de langues. En tout cas, ça a inspiré le cinéma égyptien sur Et voilà, donc ça a fait l'objet d'un film.
Et donc, voilà, qui est sorti, je crois, en 1967, quelque chose comme ça. Et donc, voilà, Dérive sur le Nil, vraiment à lire à tout prix, avec, bien sûr, surtout la trilogie Ta'ou. Donc, voilà, à lire à tout prix. À lire, et c'est bien de nous rappeler comme ça l'existence de Naguib Mahfouz et de son écriture incroyablement réaliste. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Jawdet, et merci à ceux qui sont avec nous, qui attendent peut-être avec impatience le résumé sportif de Riyad Belkhadim. Il arrive, il est en coulisses, et on va tout de suite lui planter le décor avec la chanson officielle du Chan. Lenyama ithengwa nguwe waqoba amaqatha amancane sengathi lenyama ithengwa nguwe waqoba amaqatha amancane sengathi lenyama ithengwa nguwe ithengwa ngubaba. International from Algeria to all Africa, you know how we do. وهي أحبابنا مرحبا 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 وهي أحبابنا مرحبا 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 وهي أصحابنا مرحبا 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 وهي أحبابنا مرحبا مرحبا بضيافنا مرحبا مرحبا بحبابنا مرحبا حلوا البيبان حلوا البيبان مرحبا. لغري والد قلت اللام أفريقيا سنتا ترهام أفريقيا سنتا ترهام لغري ونغار التندام لغري والد قلت اللام أفريقيا سنتا ترهام أفريقيا سنتا ترهام إيدي سراو ادمشلان أيت مار التندام إيدي سراو ادمشلان أيت مار التندام إيدي سراو ادمشلان أيت مار Sur le plateau, bien sûr, avec cette chanson qui vient d'annoncer la couleur pour la suite. Il s'agit justement du round-up concernant cette belle fête africaine du football, le Chan 2023-2022. Ça a commencé à chaud. Alors, c'est en 2023, mais comme c'était prévu en 2022, oui, l'appellation reste la même. Bonjour Ladia, bonjour Méliane. La chanson réchauffe. Hein. C'était température africaine alors qu'il fait plutôt frisqué ce matin. Mais bon, mais ça va très bien avec les résultats obtenus par notre équipe, en tout cas. Des résultats qui réchauffent. Ça donne envie de danser. Dire. En tout cas, on dit bonjour à Myriam quand même. Elle n'a pas été visible depuis tout à l'heure. Bonjour, ça va? Très bien. On est ravis de te retrouver ce matin. Avec toi, on va faire un beau voyage dans un instant. Exact. Mais d'abord, on va voyager avec le foot. Vous parlez de réchauffement, les presque 40 000 spectateurs au stade Mandela hier, ils avaient chaud parce qu'ils étaient venus pour une victoire et il y avait victoire. C'est vrai que l'Algérie, depuis le début de ce tournoi, gagne petitement, toujours par un petit peu à 0. Mais en tout cas, première information, parce qu'il y a victoire face au Mozambique, il y avait victoire hier soir. Et c'est un record pas égalé depuis une douzaine d'années dans ce Chan, c'est-à-dire une équipe qui fait le plein pendant le premier tour, 3 matchs, 3 victoires,
9 points. L'objectif hier, puisque l'Algérie était déjà qualifiée après sa deuxième victoire face à l'Éthiopie, c'était de terminer premier. Et terminer premier signifie quoi? Signifie de rester, à Alger, au stade Mandela, parce que si on avait fini second, en cas de défaite, on aurait été obligé de se déplacer à Annaba, notamment dans une autre ville. Alors, le match hier, d'ailleurs, il y a eu une petite poussée de colère, et c'est rare chez Majid Bouguera en conférence de presse, sur les critiques de ces joueurs qui manquaient d'efficacité, parce que depuis le début du tournoi, on marque sur balle arrêtée, ou sur penalty. C'était le cas pour le premier match déjà. Premier match, penalty. Deuxième match, c'était sur un coup franc. Hier, c'était suite à un corner également, donc 3 balles arrêtées. Et les joueurs manquent réellement d'efficacité, même si il y a de bons points. Et c'est ça qu'il faut retenir. L'Algérie n'encaisse pas de but depuis le début de ce tournoi. C'est un clean sheet, comme on l'appelle dans le jargon footballistique. Généralement, c'est très... c'est clean, c'est propre. Voilà, ça s'appelle clean sheet. Sans faute. Quand on garde la cage vide, ça veut dire qu'on rend une copie propre, entre guillemets. Et ça, c'est bien pour un entraîneur qui était défenseur, comme Majid Bouguera. Pour gagner, il faut marquer plus que son adversaire, et quand on n'encaisse pas, c'est encore plus facile, et ça c'est bon, ça permet donc à garder un peu de confiance. Bouguera a demandé le soutien du public, il a demandé aussi le soutien de la presse, parce qu'il a aussi fait un aveu, il est l'ambassadeur du vestiaire, et il a dit que les joueurs étaient encore tendus, il manquait de confiance. C'est la première fois que des joueurs locaux, et ça c'est important de le dire, c'est pas l'équipe A où la plupart, 80% sont des joueurs formés et qui jouent à l'étranger. Là c'est vraiment le cru, c'est le football local avec tous ses défauts, parfois des dérives, des problèmes financiers, des problèmes d'infrastructure, et ça en résulte une équipe qui manque peut-être de confiance quand elle joue dans un magnifique écrin comme celui de Mandela, où on l'a entendu hier avec beaucoup d'anciens joueurs qui étaient venus voir le match. Il y a eu une acoustique assez spéciale. Vous savez, le stade peut contenir 40-41 000 personnes, et il suffit de 5-10 000 personnes pour qu'il y ait cette impression. C'est comme dans les théâtres, c'est très étudié, le son est étouffé, il revient vers l'intérieur, il revient vers la pelouse, et là, ça peut être positif, ça peut porter une équipe vers le haut, et parfois ça peut aussi faire trembler les genoux. C'est vrai. Des adversaires, oui. Et de nous. Voilà. Et hier, il y aurait pu avoir beaucoup de scénarios. Il y a eu Libye-Éthiopie à Annaba. Si l'Éthiopie avait gagné, ça aurait été l'Éthiopie qui était passée. C'est le Mozambique qui est qualifié. Alors pour terminer, avec 4 points, donc en seconde place après Mozambique qui passe 4e. L'Algérie jouera donc avec le 2e du groupe B. Pourquoi je vous parle du groupe B, Adia? Le groupe B joue aujourd'hui. Alors, il y a le big match à Annaba, et puis l'autre match, puisque le 3e match, pour qu'il n'y ait pas de magouille, on joue en même temps, donc 20h. Sénégal, RDC au stade du 19 mai 56 à Annaba, et puis Ouganda, Côte d'Ivoire, ils font le voyage à Mandela. Ils joueront ce soir à 20h à Mandela. L'Algérie connaîtra son adversaire. Alors, c'est un groupe très serré. Alors, Ouganda est premier avec 4 points, le Sénégal est second avec 3 points, la RDC 3e avec 2 points, mais qui peut encore passer. Pareil pour la Côte d'Ivoire. Donc, il faudra attendre les alentours de 22h pour savoir qui affrontera l'Algérie vendredi prochain. Vendredi 27, ce sera le quart de finale des Algériens. Et on attendra avec impatience, on dira 1, 2, 3, viva l'Algérie comme d'accoutumé. On le dit toujours, et peut-être que ça réchauffera le cœur des footballeurs qui nous regardent peut-être ce matin. Réchauffer, c'est le mot du jour. Réchauffer parce que c'est froid, effectivement. En tout cas, les fleurs redoutent le froid, hein, Myriam? Ah ben oui, généralement elles vont toujours se nicher dans les forêts tropicales. Oui, effectivement. Ben, aujourd'hui, moi je rapporte un petit peu de couleur, un peu de chaleur ce matin, puisque je vais vous parler de 3 fleurs extraordinaires. Donc, je me suis arrêtée juste à 3 parce que quand même la liste est assez longue, mais ce matin je vais vous faire voyager donc avec les fleurs les plus spectaculaires donc dans le monde, déjà les plus grandes, et l'une des plus jolies aussi. Donc voilà. Alors on va commencer par la première, c'est Rafflesia tuanmuda. Oui, compliqué à dire. Oh là là. Donc Rafflesia, la Rafflesia, elle est originaire de l'île
de Sumatra. Voilà, elle est relativement grande, pas odorante du tout par contre, très spectaculaire, donc elle peut atteindre jusqu'à 1 mètre, 1,50 m de diamètre, donc c'est l'une des fleurs les plus grandes au monde. Voilà. On a l'impression d'être dans un film d'animation ou alors un film de science-fiction avec des fleurs énormes. Tout à fait. En plus, même la texture, on a presque l'impression que c'est en plastique ou que c'est en fait que c'est pas vrai, que c'est artificiel. Ça, c'est pour la première. Ensuite, on va vers la délicatesse, vers par contre les parfums assez envoûtants. C'est l'orchidée Zygopétranium. Ah bah, voilà. Je m'attendais à une orchidée quelque part. Encore bien sûr. Alors, l'orchidée. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier? En fait, c'est la forme de ses pétales et aussi c'est son parfum extraordinaire et c'est une fleur qui est assez rare aussi. Donc assez délicate. On n'aura pas le parfum, mais j'espère, l'image est arrivée. On a l'image. Voilà. Alors on peut voir donc toutes ces couleurs, ce mélange aussi entre des pétales très délicates et d'autres un peu plus épaisses, un peu plus, on va dire, plus dures que le reste. Elle est très rare et difficile. Elle vit dans quelle région? Trouver. Alors, elle, c'est du côté du Pérou et du Brésil, je l'ai dit. Donc, c'est toujours dans les coins où il fait humide et chaud. C'est les endroits que préfèrent les fleurs pour s'épanouir. Donc, humidité. Climat tropical. Voilà, à l'abri de la lumière et tout ce qui s'ensuit. On continue avec une dernière. Allons-y. Alors, elle, par contre, c'est l'une des plus grandes. Ah, voilà, c'est toujours la même, non? C'est toujours la même. Là, on reste toujours sur l'orchidée. On va passer à la Radia ne voit pas bien ce matin, mais bon. L'arôme géante. Ah, d'accord. Alors, est-ce qu'on va avoir l'arôme géante? Alors, elle, c'est une fleur. C'est une fleur qui est toujours originaire de l'île de Sumatra. Par contre, elle atteint 3 mètres de haut et elle fleurit très très rarement. Donc c'est vraiment donc ça, c'est pas petit ce qu'on voit à l'image. Ah non, c'est petit quand on voit on peut comparer avec les visiteurs qui sont à côté. Donc elle peut atteindre 3 mètres de haut. C'est de la famille des arômes. On connaît très bien les arômes. C'est une plante que l'on retrouve très souvent chez nous, donc dans une belle panoplie de couleurs. Et voilà, donc l'arôme géante que l'on retrouve un peu partout et surtout qu'on retrouve beaucoup dans des parcs et dans des jardins où en fait c'est une fleur de collection que peuvent venir admirer les visiteurs. Voilà, une curiosité à aller voir. Magnifique. Oh ben voilà, on a un plan plus rapproché. Voilà, on a un petit peu une idée de la grandeur de cette fleur. Et par contre, bien entendu, pour le parfum, non, on peut. Oui. C'est pas les fleurs, c'est pas ce genre de fleurs qui nous donnera. C'est déjà spectaculaire. Voilà. Vraiment, on peut se passer du parfum à Riyad. Il faut surtout avoir de la place. Exactement. Mes petits pots de fleurs à la maison, je pense pas que je pourrais en avoir une comme ça. Quel son espace, effectivement. En Exactement. Tout cas, merci beaucoup, Mariam. Merci beaucoup, Riyad Khadim, pour ce round-up concernant le Chan. Et merci à tous ceux qui sont avec nous ce matin. Riyad a mis en relief le froid qui règne ce matin et bien sûr qui dit froid dit grippe également. La grippe saisonnière, il en sera question dans la séquence suivante avec le médecin qui va me rejoindre dans un instant et on parlera de vaccination aussi. Alors à tout de suite. Voilà, notre médecin s'est installé. Je suis ravie de retrouver le docteur Jawida Ayoun. On s'était vu il y a quelque temps. C'est ça. Oui. Pendant la pandémie, entre autres, puisque vous et tout un groupe de médecins aviez proposé des solutions très pratiques pour le citoyen. Santé à domicile, Saha, donc entre autres. Donc c'est ce groupe de praticiens de la santé qui ont un petit peu apporté leur grain de sel, apporté aussi des solutions pratiques aux citoyens. Exactement, bonjour. Merci pour l'invitation.
Donc, je suis la directrice de l'établissement santé à domicile SEHA. En effet, on propose des consultations et des soins à domicile, au domicile du citoyen. Voilà. En tout cas, est-ce que voilà, c'était vraiment les débuts de SEHA quand vous êtes passé chez nous. Et qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que ça évolue bien? Est-ce que le citoyen vous fait appel régulièrement? Oui, on commence à être connu sur le territoire, enfin sur Alger. Et je pense que la culture du domicile commence à s'installer quand même chez le citoyen. Voilà, c'est ça le plus important. Avant, elle était de mise quand il y avait des médecins de famille, donc ces généralistes qui se déplaçaient dans les quartiers. Et là, bien sûr, voilà, on revient à cette pratique qui peut épargner cette surcharge à nos hôpitaux. Exactement, et je dirais même que là, la relation est encore plus intense parce qu'on se déplace chez le patient, on rentre chez lui, on rentre dans son intimité et vraiment on finit par avoir des relations très intimes avec le patient. Le facteur stress qui est dû justement à ce déplacement vers un endroit qu'on ne connaît pas, l'hôpital entre autres, avec des anonymes et des gens qu'on ne connaît pas. Donc exactement. C'est un peu stressant pour le malade. En effet. Bon, en tout cas, on va parler d'un aspect en particulier. Donc cette fois-ci, on va revenir sur cette question de la vaccination. Qu'en est-il? Donc la campagne a démarré il y a déjà 1 mois et demi et la vaccination contre la grippe saisonnière entre autres. C'est ça. Donc, est-ce que vous participez à cet effort de sensibilisation? Oui, bien sûr. Donc, nous déplaçons à domicile pour vacciner les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer, les personnes à mobilité réduite et tous ceux qui le désirent. Il suffit de nous contacter et on se déplace, médecin ou infirmier, selon les cas, pour vacciner la population à risque. Voilà. Alors, la grippe saisonnière est connue par tous. C'est une épidémie, c'est une infection des voies respiratoires, exactement, aiguë, provoquée par le virus grippal. Il y a plusieurs sortes de virus, l'influenza, avec plusieurs types A, B, qui provoquent quand même des épidémies. Là, tout le monde a dû remarquer qu'on est passé quand même par une épidémie assez forte au mois de novembre. Oui, ça a été assez virulent et puis une contamination qui était assez importante. Exactement. Et bon, cette épidémie est normalement bénigne. Ça rentre dans l'ordre chez une personne qui a une bonne immunité au bout de 1 à 2 semaines. Mais il y a des cas, c'est-à-dire chez les personnes, c'est les personnes vulnérables et il y a des cas à risque, c'est des personnes à risque. Il y a des cas où ça donne des complications. Il faut peut-être les rappeler puisqu'on a cette occasion qui nous est offerte. On va peut-être rappeler dans quel cas il faut absolument vacciner. Donc les personnes à risque, c'est les personnes âgées de plus de 65 ans. C'est les personnes qui ont des maladies chroniques, telles que diabète, HTA, cardiopathie, asthmatique, etc. La femme enceinte, les personnes obèses, et sans oublier d'ajouter aussi le personnel de santé. Il doit être obligatoirement vacciné pour éviter de la contamination des autres patients, particulièrement les patients hospitalisés. D'accord, donc ça c'est un petit peu le spectre ou le panel de personnes qui doivent absolument avoir recours au vaccin pour ce qui relève de la grippe saisonnière. Et comment distingue-t-on justement les symptômes entre la grippe et la Covid? Parce que ça reste toujours un petit peu ambigu. Les symptômes, c'est vrai que les symptômes sont similaires, mais il y a quand même une différence entre les deux tableaux. Il y a déjà, on commence par la phase d'incubation. Elle est plus courte quand c'est une grippe. C'est de 1 à 3 jours dès qu'on attrape le virus. Alors l'incubation, c'est entre le jour où on attrape le virus et le jour où les symptômes commencent à apparaître. Voilà. On peut l'attraper comment ce virus? En croisant une personne déjà contaminée ou par la grippe déjà malade? C'est le même mode de contamination que pour la Covid. Donc c'est des gouttelettes de salive qui sont dispersées dans l'air quand la personne malade tousse ou éternue. Donc, on demande à ceux qui ont une grippe de garder les mêmes mesures de prévention qu'on avait pendant la pandémie. Et qui ont été un petit peu abandonnées par la population, on le remarque. En effet. J'ai rencontré beaucoup de personnes grippées qui ne se protégeaient pas le visage,
qui ne mettaient pas le masque, justement, qui ne pensaient plus aux autres, comme on l'a fait pendant la pandémie. On devrait, c'est-à-dire en cas de grippe, se laver les mains régulièrement, porter le masque ou la bavette, utiliser des mouchoirs à usage, enfin jetables, à usage unique, prendre des précautions en éternuant ou bien en toussant, tousser dans le coude, etc. Et bien sûr, consulter, parce que pour faire la différence justement entre une grippe et la Covid. Voilà, on ne peut pas s'improviser médecin. Exactement, et ne pas attendre que les complications s'installent. Il ne faut pas oublier que la grippe cause, je parle de la grippe. Absolument, on continue de parler de la grippe pour distinguer correctement. Il ne faut pas oublier que la grippe cause quand même jusqu'à de 3 millions à 5 millions d'hospitalisations par an dans le monde. Et on note dans les 600 000 cas de décès par la grippe. Là, je ne parle pas de la grippe espagnole que le monde avait vécue. C'était une pandémie en 1918 à 1920 qui avait causé jusqu'à 5 millions de morts dans le monde. Donc, c'est vrai que c'est une maladie bénigne, mais il faut faire très attention. Oui, s'il y a un terrain fragile, effectivement, on peut les personnes immunodéprimées, les gens qui ont des cancers, etc. J'avais oublié de les citer. Cancer, maladie de Crohn également. Exactement, la mucoviscidose, toutes les maladies qui donnent une immunodépression. Oui, absolument. Donc, le ministère de la Santé a mis quand même à la disposition de la population beaucoup de moyens, dont le vaccin, d'accord. On a eu quand même entre 2,5 millions à 2,8 millions doses de vaccins qui ont été répartis entre les établissements hospitaliers, les établissements de santé de proximité et les officines privées. Donc, et puis avec cette vague de froid qu'on traverse, on appelle vraiment, la campagne avait commencé le 16 octobre 2022 et elle s'étend jusqu'au mois de mars. Là, je tiens à préciser qu'il n'est pas trop tard de se faire vacciner. Absolument. Au contraire, c'est le moment propice. Oui, absolument, surtout qu'il y a cette vague de fraîcheur, cette vague de froid, donc qui va encore fragiliser justement... Fragiliser l'immunité et ça va aussi permettre au virus de se multiplier parce qu'il y a l'humidité de l'air. Il y a aussi, en période de froid, on a tendance à garder nos maisons, on les chauffe, on les laisse fermer. Et toute cette ambiance close comme ça permet la multiplication du virus. En tout cas, on va rappeler les numéros de Saha, donc santé à domicile, 05 55 50 50 55. Et le second, donc c'est le 07 70 11 05 77. Vous pouvez répéter comme ça, ça va aider. Donc, pour les personnes qui veulent être vaccinées à domicile, il suffit d'appeler le 05 55 50 50 55 ou le 07 70 11 05 77. On est à leur totale disposition pour leur faire le vaccin à domicile. Absolument. Donc voilà, qui est dit par rapport à cette vague ou plutôt cette campagne de vaccination qui se poursuit jusqu'au mois de mars. Et n'oubliez pas aussi de vous vacciner contre la Covid-19. Oui, ça aussi, bien sûr. On peut même avoir les deux vaccins le même jour et en même temps. Il suffit juste de changer d'endroit d'injection. C'est tout. Merci pour cet éclairage, docteur. Donc je rappelle, docteur Jawida Ayoun, vous êtes la directrice de l'établissement Saha à domicile. Donc merci pour cet éclairage. Merci à vous. On a été ravis de vous accompagner depuis ce matin, depuis 8h. Dès demain, donc on reprendra de la même manière. Donc le meilleur de l'actualité en matinée, c'est dans Bonjour d'Algérie de 8 à 9h30. Donc à très vite, à demain quoi. Au revoir et bonne journée. فريح ويهبل اللي وعدي بيضة تولي وصيفة اللي وعدي وانا اللي كنت نحسب اللي وعدي عمرك ما تجفيني